Et c'est Elsa qui s'y colle. Vous nous parliez d'une même organisation qui a un top et un flop. Oui, mais je vais faire une petite entorse à la règle, Alix, si vous me le permettez. Oui. C'est-à-dire que pour réagir à ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, j'avais envie de vous parler en super top, pas forcément d'une organisation, mais d'une structure qui s'appelle les Joint Ventures Sociales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Joint Venture Sociale? C'est l'attelage formidable entre une entreprise corporate et une association dans le capital de cette entreprise-là. L'association détient 51% du capital, l'entreprise 49%, ce qui permet d'allier un côté lucrativité, business pour que ça fonctionne et en même temps garder une mission sociale. C'est le cas pour Access, Access qui est une joint venture sociale du groupe Ares qui fait de l'insertion en fait pour les personnes en difficulté n'ayant pas d'emploi depuis extrêmement longtemps, donc vraiment les grands précarisés de l'emploi, et Accenture qui les forme en fait aux nouveaux métiers, notamment du numérique pour après, c'est comme une espèce de chantier d'insertion professionnelle pour leur permettre ensuite d'avoir des carrières à d'autres endroits et parfois même chez Accenture directement. Donc je trouve que c'est vraiment un modèle qui intéresse, je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, de voir à quel point on est même capable d'hybrider au sein des statuts en fait, d'une entreprise, de mettre quelque part le meilleur des deux mondes pour le bien commun. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus et après on passera à Mais vos vrai, devoirs, à mes, vra- à mes, maison. mes devoirs de vacances, bien sûr, bien sûr. Je me lance. Je t'en prie. Moi, je trouve que c'est une super idée. En fait, on a même essayé de faire ça à plusieurs reprises. Et en fait, on n'a jamais abouti. Je pense que c'est en partie lié. C'est un peu notre faute dans le sens où souvent on met l'humilité au mauvais endroit. Les entrepreneurs sociaux, on a tendance à se présenter en fait comme des gens qui font simplement des choses simplement, etc. Alors que parfois on est pionnier dans un secteur, on est en train de changer complètement, de révolutionner en fait un domaine d'activité. Et en fait en face, on a des gens qui passent leur vie à vendre leurs expertises, leurs compétences, et qui sont bien plus forts à dire nous on est les leaders de tel ou tel domaine. Et donc dans cette relation, en fait parfois tu te fais complètement écraser quand tu es... En fait, j'ai l'impression qu'il y a... L'économie classique, c'est je te vends ce que tu veux. Et l'économie sociale, c'est plutôt je prépare des choses dont vous avez besoin. Et en fait, il manque un peu entre les deux quelqu'un qui facilite et qui rend juste la relation. Mais sinon, je pense que c'est une bonne idée. Simplement, nous, on a du mal à valoriser réellement ce qu'on fait. J'entends. Salomé, tu avais un commentaire? Oui, mais je trouve que en fait c'est une excellente idée, mais après dans la mise en œuvre très concrètement, c'est pas toujours évident parce que c'est vrai qu'on est aussi très vite pris dans nos activités respectives qu'on a en tant qu'entrepreneurs sociaux. Enfin moi je dis souvent l'entrepreneuriat social, c'est pas l'autoroute de l'entrepreneuriat, c'est quand même l'indépartemental. Enfin on se simplifie pas la vie quand même. Voir la communale. Voilà, enfin Chemin vicinal. oui voilà, voir la piste. Donc à vélo. à vélo, voilà, sur les mains en arrière. Sans roue. Non mais c'est vrai qu'il y a on est déjà aussi des fois tellement concentré juste à faire vivre économiquement notre propre modèle et à prouver que ça peut marcher, que ça peut fonctionner, que la réflexion plus globale qu'il peut y avoir, enfin nous il y a tout un tas de choses auxquelles on réfléchit en termes de gouvernance, ce modèle dont tu parles est très intéressant, mais dans l'opérationnel quotidien, nous on est sur un métier très concrètement, c'est la distribution, on est face à des géants, c'est très concurrentiel, c'est un métier de centimier, c'est la grande distribution, c'est très faible marge, on peut pas se rater et on a besoin d'avoir un professionnalisme qui soit au cordeau. Et donc, c'est pas toujours facile de trouver, et même avec beaucoup de volonté, on essaye déjà d'être garant de tous les indicateurs extra-financiers qu'on suit et qui doivent servir le business de toute façon. Donc, parce que c'est bien ça le cœur de ce qu'on fait en fait, c'est d'avoir l'impact qui est au cœur du truc, faisant que quand on fait grandir notre chiffre d'affaires, finalement, l'impact naturellement grandit avec la boîte, avec le chiffre. Mais du coup, c'est difficile par moment de trouver dans la réalité concrète du terrain des entrepreneurs qui démarrent en tout cas. Après, quand on arrive à un certain stade, je pense que c'est merveilleux d'arriver à pouvoir le mettre en place. Nous, on a souvent la réflexion et souvent on manque de temps d'implémentation et d'air pour l'implémenter. Est-ce qu'il y a des modèles, enfin je veux dire, parce qu'au final, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens de faire ça, mais est-ce qu'on a des exemples aujourd'hui d'entreprises qui l'ont réussi enfin de plusieurs et qu'on pourrait quelque part récupérer le modèle en fait
Arès le fait beaucoup, ouais. en fait. C'est devenu presque un modèle établi d'Arès parce que historiquement, et ça marche, effectivement, tu as raison, Salomé, ça marche aussi parce que ce sont des grands groupes qui sont affectés. Vinci, c'est pareil, ils travaillent beaucoup avec Arès et ils ont développé une joint venture avec eux. Donc, c'est parce que la manière de travailler avec l'associatif est devenue tellement pérenne qu'à un moment donné, ils sont interrogés de se dire, bon, bah, est-ce que ça peut pas quelque part devenir aussi une filiale qui va permettre d'allier le meilleur des deux mondes. Mais c'est vrai qu'il faut partir d'une base suffisamment importante qui légitime qu'on puisse consacrer du temps à créer cette business unit spécifique avec ces deux associés. Ce qui serait génial, c'est qu'ils en fassent un commun, c'est-à-dire que ce soit modélisé dans le sens lisible, compréhensible pour des acteurs comme nous et qu'on puisse en fait s'en emparer et faire la même chose, aller voir une grande entreprise et leur dire écoutez, en fait, on a ça en tête. On le met en place, quoi. Mais je reviens sur ce que tu disais, Guillaume, que je trouve aussi hyper intéressant, c'est la question de la posture. Effectivement, quand on allie deux têtes comme ça, de mondes assez différents, parfois on peut être effectivement dans une forme d'humilité qui parfois va presque jusqu'à l'autodénigrement quand on est face à des géants comme ça. Et il y a ce travail à faire d'accompagnement pour chacun et d'essayer de parler la même langue, parce qu'il y a une langue business et une langue en fait de l'innovation sociale et du bien commun un peu plus, même si aujourd'hui beaucoup d'entreprises s'interrogent sur leur responsabilité presque démocratique aujourd'hui face aux enjeux. Mais oui, ça, il y a un vrai sujet d'accompagnement de ces entités-là. Mais je vais revenir sur mes... Oui, Alix, j'ai bien compris, je voyais vos yeux, je me suis dit, il faut que j'aille sur mes... Il faut garder un peu de temps pour... Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai deux exemples. Le premier, c'est celui de Diane Dupré-Latour, qui est donc la présidente des Petites Cantines, super belle association que je vois que vous opinez tous du chef. Ah oui. Vous connaissez bien les Testé, Petites approuvé. Cantines. Bah oui, et Diane. Donc les Petites Cantines, voilà, c'est une association qui permet de retisser du lien dans un quartier et de faire venir des gens pour déjeuner le midi, quelles que soient en fait leurs conditions sociales. Donc ça permet de mixer en fait tout un tas de personnes et de cuisiner ensemble, de travailler aussi le repas du midi, et d'autres viennent. Donc c'est vraiment un fabricant, un tisseur de liens sociaux, en plus très présent à Lyon, donc ville des tisserands, de la soie. Donc on est vraiment sur du soyeux quand on tisse ce lien. Diane a publié récemment aux éditions Actes Sud un super ouvrage qui raconte justement la manière dont elle a tissé ce lien social au travers de son propre parcours à elle, et elle montre l'importance de ce à quoi on doit donner de la valeur, et pas de la valeur de PIB uniquement, mais vraiment de la valeur invisible et qui est essentielle en fait pour les yeux, comme le disait Le Petit Prince et Saint-Exupéry. Donc ça, pour moi, c'est un super flop de voir, on parlait de récit tout à l'heure, de voir comment un entrepreneur social est capable d'apporter de la matière, vraiment de la matière philosophique, de la matière sensible en fait, pour penser les modèles économiques de demain et remettre un peu l'église au milieu du village. Le flop pour Diane, parce que j'ai voulu regarder aussi le côté, évidemment, donc alors le flop vraiment, parce que c'est comme ça qu'on appelle la rubrique, hein, mais bon, dire le petit écueil dans lequel il ne faudrait pas tomber, pour le dire politiquement, de façon politiquement correcte, c'est qu'aujourd'hui, et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs sociaux qu'on accompagne chez Ashoka, se pose la question de la transmission. Parce que, on l'a bien compris, tu le disais tout à l'heure, ce n'est pas une route tranquille. L'entrepreneuriat social, c'est extrêmement exigeant psychologiquement, exigeant physiquement, exigeant dans le fait de battre en brèche ses doutes constants. Donc, il se peut qu'on ait envie de raccrocher les gants à un moment donné, ou en tout cas de prendre une distance par rapport à son propre rôle d'instigateur et d'opérationnel. Et se pose la question de la transmission, parce que finalement, ces sujets-là, c'est très intuitif personnel. Et quand on va voir un financeur, ou quand on est dans une émission de télévision, on parle en son jeu, et on est à l'origine, on est le fondateur. Donc comment on fait? Quelles sont les bonnes questions à se poser aujourd'hui pour transmettre les clés du camion? Alors Diane est toujours évidemment présidente des Petites Cantines, mais elle réfléchit à avoir un rôle avec plus de hauteur. Donc à qui passer les clés des prochaines Petites Cantines très opérationnelles pour que cette traction, cette philosophie qui est présente dans son livre soit constamment en fait dans l'ADN même des Petites Cantines. Et ça, c'est valable pour Diane, mais c'est aussi valable pour d'autres entrepreneurs chez nous. Je pense à Anne Charpie de Voisin Malin qui s'interroge aussi. Je pense aussi à Mathieu Dardaillon, que vous connaissez bien, qui lui a transmis quelque part aussi Ticket for Change à Joséphine. Mathieu qui sera là sur la prochaine. Oh bah, encore un fellow Ashoka, mais c'est formidable cette émission, on adore. Ashoka est vraiment partout, je ne le savais voilà, pas. même avec Guillaume quand même, parce que Singa fellow Ashoka, donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas fait Ashoka Moi Oui, mais après, c'est une question de modèle économique, puisqu'on regarde les associations plus que les modèles lucratifs. Donc voilà, ça c'est pour Diane. Sur ce sujet de la transmission, il est vraiment important, d'autant plus que moi j'ai coutume de dire qu'un leadership durable, c'est un leadership éphémère.
C'est-à-dire qu'il faut tout de suite, quand on monte sa structure, penser à la manière. transmission. Surtout quand on est sur du bien commun et d'une transformation sociétale, en fait. Parce qu'on sait bien que les changements de système, ça ne dure pas 5 minutes. Il faut parfois une génération, voire 30 ans, en fait, même plus, pour pouvoir y arriver. Donc il faut qu'on soit capable de se dire qu'on est le maillon d'une chaîne. Oui, mais moi, pardon. Oui, non, des réactions mais sur la transmission. Ouais, mais je te rejoins complètement parce qu'il y a la question de la transmission par volonté, parce que des fois, comme tu dis, c'est quand même très exigeant, donc on est fatigué émotionnellement et puis même financièrement parfois, aussi pour certains entrepreneurs sociaux. Mais il y a aussi la question de savoir, est-ce qu'on est les bonnes personnes, parfois en tant que fondateur, pour faire passer à l'échelle? Parce que moi, je vois aujourd'hui, on a créé à Toulouse, ce qu'on a créé à Toulouse, la grappe, elle est rentable, elle fonctionne. Est-ce que c'est moi la bonne personne aujourd'hui pour répliquer ça dans toute la France et pour plus être dans cette phase de build, mais finalement le faire rentrer dans une phase de run, de réplicabilité, de scalabilité? Pas forcément. Et donc ça, c'est des vraies interrogations qu'on a aussi, de savoir à quel moment on sert et à quel moment on va desservir l'entreprise en tant que fondateur avec notre courbe d'apprentissage aussi. Donc il y a aussi ces questions-là qui se mêlent. Et donc je trouve que cette question de la préparation, de à quel moment, quand, pourquoi est-ce qu'on passe le flambeau, elle est hyper importante. Et elle devrait être aussi mieux accompagnée par les fonds d'investissement notamment qui nous accompagnent. Voilà, et qu'on soit un peu plus outillé là-dessus en tant qu'entrepreneur. Ceci dit, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure là-dessus, c'est très propre aussi au monde de l'entreprise au sens large. Ouais. En Ça fait, concerne Oui, tout le monde. tout à fait. Ouais. La légitimité, comment remplacer un leader très charismatique qui est à l'origine d'un projet, et souvent d'ailleurs ça doit se faire par plusieurs personnes, sinon ça se passe pas super, ça se prépare, et dans le monde économique plus conventionnel, c'est très très vrai aussi. La différence peut-être est que historiquement le modèle de réussite, il est quand même très calqué sur gagner sa vie et bien gagner sa vie, que l'entrepreneuriat social, il n'est pas là pour ça. Mais la bonne nouvelle, à mon sens, c'est que quand on voit la montée en puissance, notamment dans les cursus des grandes écoles, de nouveaux types de masters sur la transition écologique, la résolution des problématiques sociales, à mon avis, on va voir aussi arriver de plus en plus de futurs leaders très envieux d'aller sur ce type de job et donc de pouvoir demain venir compléter ce qu'a fait Salomé à Toulouse sur d'autres territoires, des nouveaux fellows à Choca ou des super projets à soutenir pour des fonds impact comme celui de Guillaume. Oui, Guillaume, une réaction? Ça me touche ce sujet, puisque moi la transmission, j'ai dû passer la main en fait sur Singa. C'est Benoît Hamon, ancien ministre de l'économie sociale et solidaire, qui a notamment signé en 2014 la loi de l'ESS, qui a repris la direction générale de Singa. Il y a tout un tas de sujets aussi sur la transmission d'une association, parce qu'en fait, tu travailles pendant 12 ans, tu mets de l'argent à toi, perso, pour développer l'organisation. Mais tu ne détiens rien, et lorsque tu pars, tu n'as rien. Et en fait, ça faisait partie du deal aussi au départ. Et moi aussi, la volonté que j'avais, comme on travaillait sur les sujets d'intégration, c'était de passer assez rapidement la main, notamment du conseil d'administration, à des personnes qui étaient concernées par nos activités. Donc rapidement, ce sont des personnes exilées, réfugiées, qui ont pris la tête de l'organisation. Mais c'est très bizarre d'être le visionnaire dans une organisation où on n'a pas le pouvoir. Et donc, parce que tout le monde a besoin de vous, et tout le monde vient vous voir pour savoir où est-ce qu'on va dans 10 ans, mais en même temps, vous n'avez pas les leviers, en fait, pour actionner certaines choses. Et donc ça, c'est aussi Et franchement, j'ai pas spécialement la solution, hein, parce que je suis très content actuellement du parcours, et je pense que la création du fonds d'investissement que je suis en train de faire, en fait, c'est la suite logique, parce que là, je vais travailler avec une cinquantaine d'innovateurs, un peu comme nous il y a 12 ans avec Nathanaël Moll, qui est le fellow à Choca. Donc je vais les accompagner à lancer leurs innovations. Mais c'est vrai qu'il y a une part de moi qui pense que le modèle n'était pas bon, en fait, de notre transmission. Il y a un truc un peu injuste. Et on en reparlera sans doute dans le débat. Mais moi, j'ai une vision de l'entrepreneuriat social qui est un peu différente de celle qu'on entend actuellement. Non, je comprends, mais non, j'ai pas de réaction particulière à ce que dit Guillaume, mais je comprends le fait de cette question-là d'être à la fois visionnaire, personne ressource pour tout le monde, et à la fois de pas forcément toujours avoir effectivement les leviers, doit être un moment un peu compliqué. Oui. Et ce qui était voulu, ce qui était vraiment dans la logique de l'organisation, parce que justement, on n'arrête pas de dire il faut que les organisations soient plus démocratiques, il faut qu'il y ait plusieurs voix. Il faut que les hommes et les femmes soient à égalité, il faut que voilà, mais sauf que du coup au bout d'un moment, en fait, on se rend compte qu'il y a à côté de nous des entrepreneurs qui eux jouent avec les anciennes règles et ils ont tous les pouvoirs, ils gagnent 10 fois plus d'argent et on se dit mais quand même, est-ce que je suis le dindon de la farce en fait.
Pas tous, pas tous. Bon, et on termine cette séquence sur ce mot. Il est temps de passer au débat.